Alors, pourquoi un nouveau syndicat de médecins libéraux? C'est très simple. Il y a un bilan. Il y a un bilan qui est celui des 30 années passées, qui montre qu'on vit un effondrement, et ça dans tous les secteurs de la médecine, que ce soit le secteur libéral, que ce soit le secteur public. On voit que à la fois la liberté et l'indépendance des médecins s'étiolent. On voit que les agences, l'administration se sont hypertrophiées et ont pris véritablement la main sur la profession. Et ce bilan du syndicalisme est catastrophique, parce qu'on a vécu depuis des années un syndicat qu'on appellerait un petit peu le syndicalisme des petits pas. C'est-à-dire qu'on accepte le périmètre que l'administration définit pour nous et on joue là-dedans. Et on fait des petites victoires au sein d'un petit périmètre. Et nous, on veut fonder un nouveau syndicalisme de façon à casser ce périmètre-là et à ce que ce soit véritablement la profession médicale qui définisse le périmètre dans lequel on doit discuter et non pas l'État qui définisse le périmètre dans lequel la profession médicale doit discuter. Alors, il y a un point sur lequel l'UFML fonde sa différence particulièrement, c'est celui des jeunes. On ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'une profession qui, ne nous cachons pas les choses, est une profession vieillissante, avec une moyenne d'âge chez les spécialistes qui est de 55 ans et de 53 ans chez les généralistes, décide aujourd'hui de l'avenir des jeunes, alors même que la médecine que vont connaître ces jeunes sera totalement différente de celle que nous avons vécue. Les jeunes doivent avoir droit à la parole partout, c'est-à-dire qu'on doit les intégrer partout, ARS, URPS, ordre, partout où se décide l'avenir de la profession. Les jeunes doivent être présents, à la convention aussi bien sûr, et avec des voix délibératives et non plus consultatives. Que les seniors jouent un rôle de tuteur avec eux, qui leur évite de tomber dans les pièges dans lesquels nous on a pu tomber, ça c'est important, mais par pitié, que les jeunes décident de leur avenir. La deuxième chose à laquelle on tient énormément, c'est ce fameux changement de la médecine. On doit avoir une perception de ce changement. Vous savez, vous avez entendu parler des nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique, les sciences cognitives, la médecine algorithmique, la génomique. Tout ce qui va changer complètement la médecine doit être étudié sous tous ses angles, c'est-à-dire sous l'angle politique, sous l'angle scientifique, sous l'angle éthique, sous l'angle économique. On doit regarder tout ça de façon extrêmement précise, de façon à ce qu'on soit non pas l'outil de ces maîtres, mais maître de cet outil. Le tiers payant, on a toujours dit, c'est un peu comme la muleta à la corrida, c'est là pour attirer le regard, mais ça cachait ce qu'était véritablement la loi de modernisation de la santé. Bon, ceci étant dit, le tiers payant, on est contre le tiers payant généralisé obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il crée un assujettissement de la profession par rapport à l'organisme payeur, qui dans un système déficitaire aura tout loisir de jouer sur la pratique médicale pour la modifier et qu'elle coûte moins. Donc le tiers payant social, oui, bien sûr, mais le tiers payant généralisé, non. Ce qui est certain, c'est qu'il faut rendre l'attractivité de la profession de façon à ce que les gens se réinstallent, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut très certainement augmenter les tarifs, on en parlera sans doute à hauteur de la moyenne européenne. Il faut favoriser aussi le fait que les déserts ne soient pas des déserts tout court, et donc certainement participer avec tout ce qui est conseil général, conseil régional, les différents ministères du transport, etc., de la sécurité, de l'éducation nationale, pour véritablement redévelopper ces zones. Encore une fois, faire que le médecin, qui est en quelque sorte l'outil qui va stopper l'effondrement, l'outil qui va être un starter au développement, on doit rémunérer ce médecin-là qui s'installe dans ces zones-là, avec des tarifs beaucoup plus forts qui sont à hauteur du rôle qu'il remplit. Alors oui, on est effectivement pour que les populations ciblées qui sont aujourd'hui à risque sanitaire, c'est-à-dire dans les vrais déserts, où il y a des risques de non prise en charge sanitaire, ces populations-là doivent être mises à l'équivalent de la LED. C'est-à-dire qu'il doit y avoir zéro reste à charge. Zéro reste à charge, et les tarifs des médecins doivent être beaucoup plus élevés que ce qu'ils sont aujourd'hui, et au-dessus même de la moyenne européenne, en tout cas pendant quelques années, de façon à créer un starter au développement de ces régions en maintenant les médecins et donc en faisant une réinstallation des populations, une réinstallation des écoles, etc. etc. Nos attentes vis-à-vis des rémunérations des médecins, d'abord, c'est qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il n'est pas possible qu'à un moment où on parle d'harmonisation fiscale européenne, à un moment où on parle d'ouvrir les frontières et en tout cas de renforcer encore plus l'idée européenne, on ne peut pas continuer à avoir une France qui est à 25 euros au plus bas de la moyenne européenne quand la moyenne est à 50. Donc on dit qu'il faut qu'il y ait une harmonisation des tarifs et qu'on soit à la moyenne européenne. On dit aussi, ce qui est assez révolutionnaire dans l'idée, qui choque un peu, que l'idée d'honoraires complémentaires doit être pour tous, du généraliste au spécialiste. Tout le monde doit bénéficier d'honoraires complémentaires, mais il doit y avoir un tarif social
pour les gens qui sont en difficulté économique, pour les CMU, les CMUC, pour l'AME, pour les ACS, évidemment pas en horaire complémentaire, mais tout le reste, tout le reste des actes doivent être en horaire complémentaire, sous la surveillance, c'est ce qu'on avait défini et qu'on avait appelé une haute autorité de surveillance économique, où dedans on avait l'ordre, on mettrait l'assurance maladie, l'UNOCAM, les syndicats de médecins et les représentants des patients. Et cette haute autorité de surveillance médico-économique regarderait qu'il n'y ait pas d'abus dans les pratiques médicales, mais regarderait aussi en amont qu'il n'y ait pas d'atteinte à l'indépendance et à la liberté des médecins par les organismes payeurs. Parce qu'on demande une sacralisation de l'indépendance et de la liberté des médecins. D'abord, ce qui est évident, c'est qu'il y a deux mots qui doivent définir la formation des médecins, c'est égalité et respect. Égalité, ça veut dire qu'il n'est pas concevable qu'aujourd'hui en France, il y ait une inégalité économique pour ce qui est des études médicales. Il n'est plus supportable que pour réussir le concours à la PACES, on s'inscrive dans des écoles privées que l'on doit rémunérer. Il faut favoriser le tutorat grandement. Et le numerus clausus, évidemment qu'il faut l'adapter, mais il faut l'adapter en fonction des intérêts spécifiques à chaque profession, de ce qu'il faut pour chaque profession, du besoin donc, et surtout de la capacité à enseigner. Il n'est pas question d'ouvrir les vannes en grand, alors même que nos facultés et nos professeurs ne pourraient pas accueillir un surplus d'étudiants tel que le peu de corps professoral ne pourrait les prendre en charge. Bien, pour la partie médecine générale, il est évident aussi qu'il faut multiplier les enseignants en médecine générale. Il faut que les étudiants sortent de la faculté pour être enseignés en ville et que la ville rentre dans l'hôpital pour enseigner aussi aux étudiants. Il faut arrêter avec l'effet millefeuille. Il faut que les études soient adaptées à la société actuelle, au progrès de la médecine, aux nouvelles technologies, etc. et qu'il y ait sans doute des parts du programme qui disparaissent. Ensuite aussi, les professeurs, en tout cas ceux qui amènent l'enseignement, doivent être notés en permanence. Il doit y avoir un retour des étudiants vis-à-vis des professeurs pour le respect, de bien faire, et aussi pour qu'il y ait un feedback, qu'on puisse comparer les facs en termes de niveau véritablement de l'enseignement. Ça paraît très important. Pour ce qui est de l'internat, certainement il faut le revoir complètement et sans doute qu'il disparaisse pour un contrôle continu pendant 3 ans. Alors, alléger les contraintes administratives qui pèsent sur les médecins libéraux, c'est une excellente question. D'abord, il faut faire confiance. Il faut foutre la paix aux médecins, très simplement. Foutons la paix aux médecins. Ça fait des années qu'on vit sous un poids administratif tel que l'attractivité de la profession progressivement s'effondre et qu'on a même des drames. Je rappelle les 2,5 fois la moyenne nationale en termes de suicide. Il faut arrêter tout ça, il faut rendre cette profession attractive. Et il faut revoir complètement, et ça on le porte depuis le début de l'UFML, revoir complètement la gouvernance. Nous sommes dans un système en échec parce qu'il y a ce que l'on appelle le paternalisme d'État qui fait que l'État décide tout seul des orientations de la médecine. D'ailleurs, l'article 1 de la loi santé, je rappelle, c'est l'État définit la politique et est responsable de la politique de la santé. Non, il faut arrêter avec ça. Il faut que les représentants des soignants, les représentants des patients et l'État soient à égalité de pouvoir avec chacun avec un droit d'opposition. C'est-à-dire que ceux qui font le soin, ceux qui sont le soin et ceux qui vivent le soin, soient les trois à égalité de pouvoir avec un droit d'opposition. Et le système marchera et avancera comme ça. C'est-à-dire au fond qu'il faut que notre système sanitaire devienne mature et arrête de considérer ces acteurs comme des enfants. La démocratie sanitaire, donc on en parlait, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il y ait à même niveau les représentants des élus de la profession et les représentants des patients et l'administration sur une même ligne et qu'on fasse avancer le système comme ça. Ça veut dire que dans les hôpitaux, qu'ils soient privés ou publics par exemple, tout ce qui préside à l'organisation de la profession, tout ce qui préside aux pratiques médicales, directement ou indirectement, ne doit plus être décidé uniquement par le corps administratif. Tout ce qui touche à la médecine doit être discuté par l'organisme tripartite qui est l'administration, les patients et les soignants. Alors ça ne sera pas facile, c'est évident, ça sera très difficile, mais il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Et surtout, en se disant que ces fameux corps, ce corps soignant, ce corps patient et ce corps administratif, doivent bénéficier d'une indépendance totale et non pas être en quelque sorte sous la férule de l'organisme. Actuellement, les organismes de patients sont financés en grande partie par l'État. Ce n'est pas normal. Les syndicats sont financés en grande partie par l'État. Quand ils signent la convention, ils touchent une enveloppe pour la formation. Ce n'est pas normal.
Un système où on dit que l'obligation doit créer la confiance, c'est quand même assez orwellien comme histoire. On n'est pas contre l'obligation de la vaccination, mais on est pour surtout la discussion avec la profession, qu'on en discute très en amont, qu'on fasse confiance au médecin. C'est quand même le médecin qui doit expliquer à son patient pourquoi il faut se vacciner. Pourquoi les gens qui sont contre la vaccination racontent des balivernes et sont dangereux? C'est dans cette relation de confiance que ça doit se faire. Ce n'est pas un État qui doit dire on va obliger les patients enfants et les médecins enfants à faire cela. Encore une fois, là, on est dans le paternalisme. L'obligation n'a jamais créé la confiance, ce n'est pas vrai. Alors, avoir un syndicalisme libre de conflits d'intérêts, d'abord, la première chose, c'est refuser, justement, refuser tout ce qui vous amène à un conflit d'intérêts. Et la première chose, c'est que la signature de la convention ne soit plus, n'amène plus à la perception de subventions. On est quand même le seul milieu où la signature d'un accord avec l'État amène à la perception d'une subvention, qu'elle soit pour la formation ou autre, on s'en fout. Enfin, c'est un scandale monumental, c'est un déshonneur monumental, c'est un mépris de la part de l'État vis-à-vis des citoyens. Il ne le ferait pas pour quelqu'un d'autre, d'ailleurs les autres ne l'accepteraient certainement pas.